l'époque. Et la deuxième, là, celle qui a pas eu lieu? Il y avait celle avec Darmon et Dubosc. Petite anecdote, si je peux me permettre. Ouais, vas-y. C'était très sympa. C'était un film qui s'appelle Bienvenue à bord voilà. Encore, j'ai oublié le nom du réalisateur. Je m'excuse auprès de lui. Bienvenue à bord. Moi, j'ai adoré ce film. Il avait aussi un peu bien marché au cinéma, mais les gens l'ont trouvé lourd et tout. Moi, j'avais adoré Darmon et Dubosc. Et en fait, il se trouve que l'interview s'est fait dans un hôtel le premier mercredi du mois. Il se trouve que le premier mercredi du mois, il y a la sonnerie. Tu sais, il y a la sonnerie du premier mercredi du mois, Oui. les sirènes. Ouais. Les sirènes dans toutes les villes, etc. Et à ce moment-là, j'étais en pleine interview, il y a les sirènes qui sonnent, il était midi, et je vois le réalisateur et Franck Dubosc qui se lève et qui part de la salle en disant on est désolé, on a une famille, on doit vous laisser ils m'ont laissé avec Gérard Darmon, entre guillemets, on vous laisse entre juifs. C'est la guerre, etc. Et Darmon, comme Dubosc, il a vraiment tenu la blague pendant 10 minutes en disant non, je peux pas, vraiment, on a une famille, prenez la porte, vous pouvez vous cacher là-bas, etc. On viendra vous chercher, les Allemands sont là, etc. Donc, et à un moment, les deux partent vraiment, je me retrouve juste avec Gérard Darmon dans la pièce, mais pendant 2 minutes comme ça. Et j'étais mort de rire, j'avais Gérard Darmon en face de moi dans une salle qui fumait sa clope et qui était aussi en train de rigoler, etc. En se disant c'est pas possible l'autre et tout. On est rentré et ce moment a été filmé aussi parce que j'avais filmé à ce moment-là aussi, donc voilà, c'était très sympa. Et celle où en fait j'avais pas pu assister, c'était à un moment j'allais à une projection de presse un matin, puisque les projections de presse c'était en général à 9h, et j'étais en voiture et j'arrive presque au cinéma et je me rends compte en fait je vois mon portable et je vois 15 appels en absence. Mais tu sais genre qui m'appelle maintenant à 8h du matin et tout, 15 appels. Je vois tous les numéros du travail, les portables de mon boss, de la radio, de l'animation. Je me dis, qu'est-ce qui se passe, putain, ils savent très bien que je suis en projection. Je suis culpable parce que il faut savoir que je culpabilisais toujours d'aller en projection presse parce que je me suis dit, allez, c'est mes heures de travail et là c'est un peu de la détente. Enfin, c'est un peu ma passion, le cinéma. Ouais. Et je m'en voulais à chaque fois de partir de la radio. Et je me suis dit, ça se trouve, maintenant ils m'engueulent, ils veulent plus que je parte. Et en fait, c'était le, pourquoi je me souviens pas des dates? Voilà, je suis devenu nul en ça. 12 mars, je pense. 17 mars. En fait, 17 mars, c'était en mars 2012. Et c'était un lundi matin et c'était au moment de l'attaque de Toulouse. C'était l'attentat de Toulouse. Ouais. Et mon boss m'avait appelé en me disant, David, reviens, où t'es? Je fais, je suis en route, là, j'arrive au cinéma. Il fait, apparemment, il y a une fusillade dans une école juive, reviens tout de suite prendre l'antenne. On avait surtout pas d'informations, il y avait pas les réseaux sociaux. En 2012, c'était pas aussi développé. Bien sûr, tu pouvais. Et Facebook, je crois, mais sous. Ouais, mais l'information allait pas aussi vite que les Twitter, Insta aujourd'hui, et le nombre de personnes qui. Voilà, à l'époque, t'aurais eu Insta ou Twitter, les gens sur place, ils auraient déjà tweeté, pris en photo, etc. Donc là, il fallait attendre quand même que les équipes de télé, de journalistes arrivent sur place. Et du coup, je retourne à la radio, je prends l'antenne avec les 2-3 dépêches qu'on avait, avec les informations. J'avais BFM sur une télé pour regarder un peu parce que c'est toujours un peu au taquet. Ouais. Et prendre l'antenne, tu sais, tu dis fusillade dans une école juive, il y a des morts, on sait pas, on revient tout de suite après. Tu balances une musique d'ambiance, etc. parce que c'était dans la programmation, donc j'ai même pas eu le temps de changer la programmation et c'est pas du tout compatible avec l'actualité. Ouais, tu peux donner la parole à personne parce que tu sais pas ce qui se passe, et personne sait ce qui se passe, et personne n'a encore vraiment l'info. Et 20 minutes après que je prenne l'antenne, mon boss me dit, prends tout le matériel que tu peux trouver sous tes mains, je t'envoie à Toulouse. Ah ouais. Maintenant, j'avais pas de carte de presse à cette époque-là. J'avais jamais couvert d'événements comme ça. Genre, on parle d'un attentat qui touche la communauté juive, etc. Le mot attentat était pas encore sorti, on savait pas trop. Le mec, Mera était encore en cavale. Et tu dis, pars à Toulouse couvrir un événement où il vient d'avoir une fusillade. Je fais, mais quoi? Il fait, écoute, je viens de te prendre un billet d'avion, je te cherche dans 10 minutes, t'es devant la radio. Je fais, mais qu'est-ce que je fais? Je fais, mais j'ai aucun affaire, etc. Je fais, et en plus, déjà, il y avait pas beaucoup de smartphones, en plus, j'avais un vieux portable qui marchait à peine, enfin, j'ai pris ce que j'avais sous la main, un appareil photo, un enregistreur, etc. Je suis passé, mais genre, j'étais livide, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais? Je partais sans rien. Le matin, je devais être juste à ma projection de cinéma, je me retrouve dans l'avion, à partir pour Toulouse, je sais pas, je fais une escale à Paris, et je me retrouve dans l'avion, en fait, François Hollande n'était pas encore président à ce moment-là, il était président 5 mois plus tard. Dans l'avion avec François Hollande? Il y avait François Hollande derrière moi, et il y avait tous les journalistes. Non, mais c'était improbable, la scène. Il y avait Nicolas Sarkozy était déjà parti avec son jet privé le matin, où l'avion était à midi, et je me souviens qu'on était arrivé à 13h30, à Toulouse, et il y avait tous les politiques dans l'avion,
tous les journalistes etc. Je me suis dit, mais eux c'est des journalistes, moi je suis pas genre je suis journaliste pour une radio associative s'il vous plaît. Genre je représente qui? Donc j'ai de la communauté juive de Strasbourg, la 3e plus grande communauté de France. mais, ok d'accord, mais le pire c'est qu'en fait il y avait les journalistes des radios juives de France qui m'avaient appelé pour me dire bah t'es sur place, t'as notre envoyé spécial aussi pour la journée. Je fais comment je vais faire? Genre, comme t'as été propulsé genre. Wow. J'étais parti pour faire une critique de film et interviewer je sais pas quel film et je me retrouve envoyé spécial sur un truc sur un événement grave et je me retrouve avec tous les journalistes du truc, avec François Hollande, avec toute son équipe et tout. Je me suis dit ouais, il faut que je commence à interroger, à prendre des donc en fait, ce que je fais dans ces moments-là, c'est que tu suis les journalistes, quoi. Ah ouais. Genre, tu suis les journalistes, tu essaies de voir comment ils travaillent, comment ils font, parce que j'avais strictement aucune idée. J'arrive à Toulouse, j'arrive dans la rue Balise, parce que tout le quartier était bouclé, forcément. Je suis journaliste, tous les journalistes étaient passés. Enfin, moi, en plus, j'étais arrivé avant François Hollande, je sais pas, j'avais trouvé un taxi. Il a tracé, il a réussi à m'admettre sur les jeux avant tous les autres journalistes. Je me suis dit, mais comment je suis arrivé ici aussi vite? J'arrive, ils me disent, non, c'est bloqué, vous pouvez pas rentrer, votre carte de presse, s'il vous plaît. Je fais, j'ai pas de carte de presse. Il fait, alors vous pouvez pas rentrer. Ah bah ouais. Je fais, non, mais je viens de faire tout le trajet, alors genre, je viens de Strasbourg, genre je peux pas ne pas rentrer. Pas dit, je suis l'envoyé spécial de toute la communauté juive là. Après, je commence à dire, etc. J'appelle mon boss, il me dit appelle Harold Veil qui était à l'époque grand rabbin de la communauté de Toulouse, qui est aujourd'hui grand rabbin du Bas-Rhin. Harold Veil, il était il a eu à gérer des événements lui hein. Ah bah oui. Et du coup, je l'appelle, il me fait je suis en reconnaissance des corps, je peux pas te répondre. Je fais oh là là, reconnaissance putain, je suis désolé. J'étais dans je te jure, je sais pas, je suis désolé de raconter ça, non mais c'était très précis mes souvenirs à ce moment-là. Et à un moment, je sais pas, le mec j'ai pas insisté, le mec m'a laissé rentrer. Et tu rentres dans un truc où tout est calme d'un coup et t'arrives sur les lieux et il y a un silence total. Il y avait une cellule de crise qui avait été mise en place, donc tous les gens qui étaient là le matin étaient là en début d'après-midi avec leurs parents. Il y avait un silence, c'est tout. Et je me souviens que ça m'avait glacé le sang parce qu'à un moment bon, en plus j'avais ma kippa, donc tout le monde venait vers moi en mode t'as été témoin, t'as quelque chose. Je fais mais moi 2 minutes. Attends, moi je suis journaliste comme vous là, je suis censé faire la même chose que vous et je sais pas trop comment y prendre. Et je me souviens que j'avais c'est un peu glauque comme histoire. Ah mais c'est incroyable, j'ai jamais entendu cette histoire. J'étais au milieu de la cour de Haute-Zaratora et à un moment je baisse les pieds et je vois forcément la police d'enquête avait la police scientifique avait balisé l'endroit et j'étais là où il y avait le corps de Myriam Monsonego, etc. Et je vois les marques, etc. Je me suis dit, ça m'a glacé le sang d'un coup. Je me suis dit, oh là je me tiens à ce moment-là, à cet endroit-là. Ça m'avait glacé le sang. J'ai perdu mes moyens après, genre après il y a François Hollande qui faisait sa déclaration, il y avait les présidents, des témoins, etc. Donc t'es là, tu fais un peu le truc et tu prends les impacts de balles à droite à gauche. Et après le soir il y avait les cérémonies, je sais pas, j'avais passé une journée, elle était trop bizarre, elle avait commencé normal et d'un coup tu te retrouves à Toulouse, je sais pas, c'est incroyable. Et sache que j'ai appris le plus d'informations aux infos. J'étais sur place et sur place, je savais moins de choses que quand j'ai commencé à regarder les informations à la télé ou sur le chemin du retour. Parce qu'après à la télé, tu vois une espèce de recoupement de tout ce qui a été c'est ça récolté, en fait, parce quoi. que t'as le regroupement, etc. T'as les équipes de rédaction qui coordonnent toutes les bribes d'infos qu'ils ont. Donc au final tu restructures. Et Mera était encore en cavale, donc en même temps tu flippes un peu. Je suis sorti, c'est la première fois où j'ai enlevé ma kippa dans la rue dès que je suis sorti du périmètre. Et mon boss me dit tu veux rester pour la soirée hommage et tout. Je fais non, je pense qu'il y a un avion là dans 1 heure, je prends l'avion, tu vois. Et je suis retourné le soir et tout, et j'avais tout de suite, je m'étais tout de suite mis à écrire un 3, 4, 5 pages, etc. sur ce que j'avais ressenti la journée. C'était publié d'ailleurs. À l'époque, je sais même pas retrouvé, mais ça avait été publié. Et j'avais pris plein de photos aussi de ce que je pouvais. Et c'est tout. J'étais retourné, mais genre j'étais en choc. Après, je me suis dit bon, ok. Fait si moi je suis en choc à posteriori après un événement, qu'est-ce que ça a dû être le matin même, etc. Là, ah oui, quand même conscience du truc. Moi, je me souviens moi aussi, ça m'avait beaucoup marqué les attentats de Toulouse. Et ça m'avait beaucoup marqué surtout pour pas juste la violence en tant que telle, mais la facilité avec laquelle ça avait été fait. Tu vois, le mec il est rentré, il a tiré sur des gens, il est parti. Ah, il s'est barré. Il s'est barré. Et puis à ce moment-là, moi, un autre truc qui m'a marqué, c'est que, je sais pas si c'était le rabbin Harold Veil, mais il me semble qu'il y avait un des rabbins de Toulouse qui avait dit, je dis aux gens de Toulouse de partir de Toulouse, de quitter Toulouse, de partir en Israël, C'est le président de la communauté qui avait dit ça aussi. Je crois que c'est un des présidents de la communauté. Et je crois que c'était la première fois, c'était déjà en 2012-2013, et moi j'étais déjà plus ou moins convaincu que j'allais pas faire ma vie en France et que j'allais rester en Israël, mais c'était la première fois qu'il y a eu
que j'ai eu cette réalisation, que je me suis dit, la France, c'est pas forcément sécuritaire. Après, c'est pas l'argument sécuritaire qui m'a fait monter en Israël ou quoi que ce soit, mais ou quitter la France d'ailleurs. D'ailleurs, si tu veux, en probabilité, la probabilité d'être victime d'un attentat, elle est assez basse, et la probabilité de mourir elle est plus ou moins la même partout. C'est pas la question, mais tu te dis la facilité avec laquelle un mec il a pu rentrer dans une école juive et tirer sur des gens à bout portant, ça m'a fait un truc qui m'a dit tu peux pas rester en France, c'est pas pour moi. Ouais, et je me suis presque, à ce moment-là j'étais presque devenu fanatique, je me suis dit c'est pas pour personne, tout le monde doit partir, tu vois, j'ai eu ce moment de tu sais où tu te dis allez ça suffit les juifs de France, tout le monde s'en va. Il y a eu ce rabbin qui a dit ça, je me suis dit ouais, c'est courageux parce que t'es un rabbin français. Ouais, t'as un engagement vis-à-vis. T'as une communauté et tu dis c'est quoi, je laisse tomber. Ouais, je renonce. Je peux pas vous protéger, quoi. Ouais. Je peux pas vous promettre qu'ici, en tant que responsable de communauté, je vais pouvoir, on va pouvoir tenir le coup. C'est une façon de dire la France peut pas vous protéger. Ouais. Quand il a dit ça, ce rabbin. Non, c'est courageux de pouvoir dire polémique ça, après. Pas... Bien sûr, mais c'est normal que ce comment il polémique. s'appelait. Bah, chacun réagit de manière différente, quoi. Il va considérer que ses propos sont pragmatiques, d'autres vont pas être d'accord, justement, en se disant, on quitte pas le navire quand il est en train de couler. Si c'est pas ton navire. Bah, ça dépend, les points de vue sont différents à ce sujet-là, d'ailleurs, mais. Ouais, c'est vrai. Mais voilà.